Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio comme chaque dimanche de 11h à midi, le choc des idées. Nous donnons la parole à nos invités qui n'ont pas peur de déranger par leurs enquêtes, leurs idées, celles qu'ils défendent, leurs révélations aussi, comme celle de notre invité que nous allons vous présenter. Avec moi, comme toujours, le directeur du magazine L'Incorrect, Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous, mon cher Arthur, sur Sud Radio. On embrasse Stéphane Simon qui sera de retour prochainement dans cette émission. Nous accueillons aujourd'hui notre invité Frédéric Martel. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette enquête fleuve. Occident avec un S au pluriel. Enquête sur nos ennemis. Un succès retentissant, publié chez Plomb. Une enquête énorme dans laquelle vous avez fait en quelque sorte une forme de tour du monde. Vous avez donné la parole à tous ceux que vous identifiez comme les adversaires de l'Occident et aussi qui s'identifient eux-mêmes comme les adversaires de l'Occident. Sachez qu'Arthur de Vatrigan a dévoré votre ouvrage et qu'il va vous en faire une recension tout de suite. Alors, il faut commencer par dire du bien de Frédéric Martel. Déjà parce que comme je suis l'extrême droite, ça va pas l'arranger. Et déjà aussi parce que lorsqu'on invite quelqu'un, on le baffe pas à la première minute, on n'est pas des gauchistes. Mais surtout parce que c'est un excellent journaliste et chacun de ses livres est un événement. Ensuite parce que son émission Soft Power sur France Culture fait partie de ce que le service public produit de mieux avec réplique d'Alain Finkielkraut. Et c'est assez rare, c'est pourquoi il faut le souligner. Aussi parce que Martel a une qualité en voie de disparition, il ne refuse pas le débat, il écoute, il interroge, il reçoit des gens qui ne pensent pas comme lui. Et à une époque où beaucoup préfèrent le cordon sanitaire à la conversation, ce n'est pas rien. Et enfin parce que son livre Occident est un livre en effet passionnant, dense, précis, parfois de mauvaise foi. Ce n'est pas un tract, c'est une enquête, vous l'avez dit, 8 ans de travail, 52 pays, 1900 entretiens, une équipe de chercheurs, la bibliographie, je vous en parle pas. Martel est allé voir ce que nous ne voulons pas souvent entendre, c'est-à-dire nos adversaires et nos ennemis. L'intuition de départ est excellente, comprendre l'Occident en écoutant ceux qui le haïssent. Martel écrit qu'il veut, je cite, expliquer l'Occident par la haine qu'il suscite. Bien qu'un brin maso, c'est tout de même une excellente méthode, savoir ce que nos ennemis voient en nous, ce qu'ils refusent, ce qu'ils fantasment et ce qu'ils veulent abattre. Il y a dans ce livre des pages puissantes sur la Russie, sur la Chine, sur les islamistes, sur le vieux tiers-mondisme recyclé en ressentiment anti-occidental. Martel montre très bien que l'anti-occidentalisme est devenu une langue commune entre des gens qui normalement devraient se détester. Communistes, chinois, islamistes, chavistes et autres décoloniaux. Tous ne veulent pas le même monde, mais tous ont trouvé le même ennemi, à savoir nous. Et c'est là qu'intervient un autre sujet qui est le nous. Et vers la fin, on se dit que c'est tout de même étrange de voir si bien nos vrais ennemis et en même temps tenter maladroitement d'en inventer un peu de l'intérieur. Car dans son épilogue, Martel range dans une même catégorie, celle des occidentalistes plus, des noms très différents. Bannon, Vance, Camus, Benoît, Chantal Delsol, Éric Zemmour, Roger Scruton, Michel Houellebecq et beaucoup d'autres. Et là, franchement, on n'est plus dans la cartographie intellectuelle, on est plus dans une liste de voisinage un peu suspecte. Que l'on soit en désaccord, c'est très bien, et heureusement, c'est le jeu de la démocratie. Que le critique Houellebecq, pourquoi pas, qu'on discute des thèses de Delsol et que le conteste Scruton, allons-y. Mais les faire entrer en loose-dé dans le même paysage mental que Douguine ou le Hamas ou le Hezbollah, c'est quand même un peu une vieille technique de disqualification par contamination, et on finit peut-être par confondre ceux qui veulent détruire l'océan et ceux qui l'aiment trop pour s'en inquiéter, en tout cas s'inquiéter de sa disparition. Mais faut-il s'entendre sur la définition de l'Occident ? Frédéric Martel est un fervent défenseur de l'universalisme occidental, et je reconnais que sur le papier c'est plutôt séduisant, mais lorsque ce dernier se confronte à la terre et aux hommes, sans parler des morts, mais là Martel risque de voir l'ombre de Barès planer au-dessus de Matrone, ça devient un peu plus compliqué, parce que je pense, mais c'est là où il y a du débat et que c'est intéressant, et que le livre de Frédéric Martel justement suscite et nous pousse à aller plus loin dans la réflexion et dans l'affûtage des arguments. La France n'est pas universelle parce qu'elle aurait échappé à toute identité, elle l'est parce qu'elle procède d'un enracinement lui-même universel, un enracinement aux racines plurielles, romaines, chrétiennes, grecques et celtes, car un universel sans chair devient vite une morale sans patrie. Une morale sans patrie finit toujours par ne plus savoir qui elle protège, ni contre qui elle doit se battre. Frédéric Martel, je vous le redis, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Peut-être une première réaction à ce portrait qui est dressé de vous par Arthur de Vatrigan. Non, mais je trouve que la lecture qui est faite de mon livre est assez juste et sa critique légitime. Peut-être juste un point, je crois que mon souci, c'est d'abord d'aller interroger sur le terrain, loin, c'est-à-dire en Chine, en Amérique latine, en Iran, au sud Liban avec le Hezbollah, le Hamas à Gaza avant le 7 octobre, et en Afrique au Rwanda et dans beaucoup d'autres endroits. Ce qui est un travail, je le précise, extrêmement rare et tout à fait remarquable. Ce que vous avez fait aussi sur la longue durée, et puis c'est un peu ma
méthode de faire, et puis voilà. Donc, et puis c'est aussi un goût pour l'aventure, des rencontres. D'ailleurs, au passage, les gens que j'ai rencontrés, y compris des ennemis, des gens qui sont des groupes terroristes, sont globalement assez accueillants malgré tout, parce qu'ils veulent défendre leurs idées. Le point de désaccord, c'est que c'est vrai qu'à la fin, je dis qu'il y a aussi à l'intérieur, c'est-à-dire en France même, en Occident même, un certain nombre de gens qui peuvent reprendre les arguments de ses ennemis. C'est au fond un autre livre que j'aurais dû faire, donc je vous rejoins, ça nécessiterait peut-être des développements. Et c'est pas parce que je les pointe, par exemple Michel Houellebecq, je suis un grand lecteur de Houellebecq, je suis l'un des premiers à l'avoir interviewé bien avant ses succès pour la NRF, la revue de Gallimard à l'époque. J'avais adoré son premier livre qui s'appelait Extension du domaine de la lutte. C'est pas parce que il reprend des thèses que je n'aime pas le lire. Donc voilà, après, ça fait effectivement partie du débat. A priori, vous avez montré que par curiosité, vous pouvez donner la parole ou vous vous intéressez à peu près tout le monde. C'est ce qu'on voit dans cet ouvrage. Peut-être qu'on va revenir au tout début. D'abord, la définition de l'Occident qui est intéressante puisqu'on parle des ennemis de l'Occident. Qui sommes-nous en quelque sorte? Quelle est votre définition des Occidents? Si j'ai mis un S au pluriel, c'est que du fait notamment de Donald Trump et disons de cette critique qui ne lui est pas propre, qui est celle que j'appelle un peu l'Occident plus, c'est-à-dire au fond, on critique l'Occident parce qu'il aurait trahi, parce qu'il serait devenu woke, parce qu'il serait trop féministe, parce qu'il serait devenu une espèce de décadence en lui-même, et on aimerait retrouver un Occident idéalisé. Ça, c'est le Make America Great Again de Trump, mais c'est aussi ce qu'on a chez Milei en Argentine, ce qu'on a pour partie, je veux pas être trop critique parce qu'il vient juste d'être élu et au pouvoir par Katz au Chili. C'est aussi ce qui était Orban pour une part. Et je crois que c'est des gens qui se trompent. Je pense qu'en idéalisant un Occident qui n'est au fond pas exactement la réalité, ils rejoignent par certains de leurs critiques, l'antilibéralisme, la haine et la critique de l'Union européenne et de l'Europe, ils rejoignent un certain nombre d'adversités, disons de ce que j'ai appelé les Occidents pour le coup moins, ceux qui plus traditionnellement veulent détruire l'Occident, que ce soit, disons, le marxisme-léninisme, les anti-impérialistes, ceux qui se disent comme depuis Lénine jusqu'à pour une part Poutine, même si c'est pas exactement évidemment du marxisme-léninisme, Xi Jinping qui se prétend toujours marxiste-léniniste, et puis Fidel Castro, Chavez, le FLN algérien, etc. Et je crois que ces deux critiques, et là on sera peut-être en désaccord, je pense qu'elles se rejoignent. Encore une fois, elles n'ont pas du tout les mêmes logiques, elles ne veulent pas les mêmes objectifs, mais elles détestent à tel point le libéralisme, disons, européen, l'Union européenne, qu'elles en arrivent à s'agglutiner, s'agréger contre nous. Mais c'est amusant, c'est que vous parlez justement de l'Union européenne, mais vous-même êtes critique à l'égard de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de ceux que vous mettez comme soit ennemis, soit comme adversaires? Il faudra peut-être d'ailleurs regarder si vous faites une différence entre ennemis et adversaires des Occidents que vous dénoncez, que vous décrivez, et votre critique de l'Union européenne. Parce que je pense que là, et là sans doute serons-nous d'accord, je crois que critiquer, qui est l'élément central même de ce que nous sommes, enfin la différence fondamentale qui est entre nous et la Chine, entre nous et la Russie, entre nous et Fidel Castro, c'est que en France, vous pouvez me critiquer, je peux vous critiquer, on peut critiquer notre président de la République, on peut tous se bagarrer, et pour autant on finit pas en prison, c'est quand même déjà pas mal. Je crois que la critique de l'Union européenne n'est pas la haine ou la volonté de détruire l'Union européenne, et c'est la différence principale. Poutine, son objectif, c'est de détruire l'Union européenne. Je pense que Xi Jinping, qui ne le dira pas clairement parce qu'il a d'autres obsessions pour l'instant, à terme, quand même, il ne veut pas de l'Union européenne, en tout cas, il ne veut pas de ces gens que nous sommes. Et Trump aussi, pour d'autres raisons, sans doute très irrationnelles. Et voilà, je crois que on peut critiquer l'Union européenne, on peut vouloir la faire évoluer, la changer. C'est d'ailleurs prévu. Enfin, en soi, les pays européens, le Conseil européen, le Parlement européen, et même pour une part, je dirais le fonctionnement même de l'Union européenne permet d'évoluer. C'est ce qui se passe avec un certain nombre de forces nouvelles qui arrivent au pouvoir. Elles peuvent changer l'Union européenne, c'est pas la même chose que de vouloir la détruire. Est-ce que, donc, Solovon, si je vous comprends bien, si je vous entends bien et si je vous lis bien, l'Occident se définit avant tout par des valeurs, que par un territoire, que par une histoire, par une civilisation au sens large, donc philosophique, esthétique, artistique? C'est tout ça à la fois. Il y a un territoire, mais il faut on est obligé de reconnaître que le Japon est assimilé à l'Occident aujourd'hui.
Israël aussi d'ailleurs, c'est vrai pour une part de l'Australie, etc. Et donc c'est pas un territoire qui existe et qui est même à l'Occident. Donc déjà la géographie n'est pas tout à fait pertinente pour définir l'Occident. La nature politique du régime non plus, parce que certes, en Occident, la plupart des pays sont et restent, y compris les États-Unis, des démocraties. C'est pas, il y a beaucoup d'autres démocraties dans le monde qui ne sont pas en Occident, à commencer par le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, etc. Et même certains pays africains ou parfois même le Sénégal, d'autres pays d'Amérique latine. Là où effectivement vous dites valeurs, c'est un mot que j'aime bien. On peut aussi dire des principes, d'abord des principes d'ailleurs juridiques, qui sont ceux, disons, de la démocratie. Et sur ça, on sera sans doute, j'espère, d'accord. La démocratie, la liberté d'expression, la liberté, le pluralisme, donc la liberté d'avoir d'autres partis politiques qui peuvent concourir aux élections et donc éventuellement remplacer ceux en place, etc., etc. Le progressisme sociétal aussi, l'ouverture aux nouvelles formes. Alors là, c'est la critique que vous pouvez me faire. Non, je crois pas. Enfin, pour le coup, disons les choses clairement. Par exemple, moi, j'ai été un défenseur du mariage gay, c'est connu. Je crois d'ailleurs que c'était légitime. Je crois que ça fait, disons, l'unanimité aujourd'hui en France, dans la plupart des grands partis. Personne ne reviendra sans doute là-dessus, mais je comprends très bien qu'on puisse être contre le mariage gay. Il y a des arguments d'ailleurs parfois légitimes. C'est pas ma position, mais c'est un débat ça fait pas partie. Moi, j'ai jamais voulu, par exemple, que l'Union européenne impose le mariage gay partout, même au sein de l'Union européenne. L'Union européenne, elle dit dans les traités qu'on ne peut pas discriminer les personnes homosexuelles. Donc évidemment, on peut pas les tuer, on peut pas les mettre en prison parce qu'ils sont homosexuels. Il faut trouver des formes d'union civile minimale qui permettent aux gens de régler un certain nombre de problèmes. Ça, c'est plutôt d'ailleurs partagé, même aujourd'hui en Italie, c'est le cas. Après, est-ce qu'il faut marier? Je pense que le modèle américain a cette force que chaque État a quand même une très grande marge de manœuvre. C'est vrai que l'Union européenne a parfois, moi qui viens du Sud, pour le coup, alors le Sud-Est plus que le Sud-Ouest, mais la corrida, que je n'aime pas particulièrement, j'y suis allé parce que c'est la culture de mon village. On va tous à la corrida quand on est jeune. J'aime pas ça du tout. Après, pourquoi faudrait-il l'interdire? J'ai en tue 7, ou je sais plus combien il y en a, 6 taureaux à cette occasion. On en tue quelques millions chaque année dans des conditions bien plus déplorables. Donc je suis pas sûr que ce soit un combat. Je pense que l'Union européenne fait fausse route quand elle veut imposer tout un tas de choses qui ne correspondent pas aux cultures locales. Alors on vient de parler de l'Occident et des Occidentaux. On va parler de ceux qui ne l'aiment pas. Quel est le point commun entre un terroriste, djihadiste, pourquoi pas membre du Hamas, ou alors un marxiste-léniniste ou un militant panafricaniste par exemple? On va parler de ceux qui détestent l'Occident. Vous les avez à peu près tous rencontrés pendant des années et dans un certain nombre de décennies de dizaines de pays, pardonnez-moi. On en parle dans un instant avec vous. Frédéric Martel, je le rappelle, auteur de ce livre Occident, enquête sur nos ennemis. C'est publié chez Plomb. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. En compagnie d'Arthur de Vatrigan, nous recevons notre invité Frédéric Martel qui publie cette enquête Fleuve Occident, enquête sur nos ennemis. C'est publié chez Plomb. Qui sont ceux qui en veulent en Occident? Quel est le point commun entre un membre du Hamas, par exemple, et un militant marxiste-léniniste ou encore un panafricaniste? Ça fait partie des quelques portraits que vous pouvez faire et des quelques personnes que vous avez pu croiser. Et à chaque fois, il y a un point commun pour vous qui est évident, c'est qu'ils nous détestent d'une manière générale. Frédéric Martel. Oui, je crois que cette détestation est si fréquente et si récurrente qu'elle est un peu obligatoirement un mensonge. Quand on regarde et qu'on écoute les arguments de nos ennemis, entre guillemets, on s'aperçoit que chacun plaque sur l'Occident ses propres animosités, son propre ressentiment, et donc s'invente des arguments qui très souvent ne correspondent pas à ce que nous sommes. Parce que je crois que derrière la haine de l'Occident, il y a d'abord la haine de la démocratie. Et pour certains, c'est la haine de la modernité. Prenez les frères musulmans, le Hamas d'ailleurs, le Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas frère musulman, mais le Hamas, oui. Le Hamas, oui. Ou les djihadistes islamiques, qu'ils soient égyptiens ou qu'ils soient palestiniens. C'est au fond une peur de la modernité. Donc on aimerait revenir en arrière. Alors quand on ne sait pas trop, certains, comme Douguine en Russie, veulent remonter avant le grand schisme. D'autres veulent remonter avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire au fond les années 30. Certains veulent remonter avant les années 60 parce que le wokisme et autres serait ce qui aurait mené l'Europe à la décadence. Je
crois qu'en réalité, c'est des constructions idéologiques, d'abord et avant tout pour protéger ce qu'ils sont, c'est-à-dire des groupes terroristes, des islamistes. Pour Poutine, pour Xi Jinping, pour Fidel Castro ou Miguel aujourd'hui, c'est défendre tout simplement la kleptocratie d'État qu'ils sont comme régime. Et du coup, la démocratie, pourquoi on la déteste? On la déteste parce que, le pluralisme, 2, l'état de droit, donc la loi, la justice indépendante, 3, la liberté de la presse. L'individualisme. Les empêcherait, non mais surtout ces 3 choses-là, les empêcherait de faire du commerce. C'est-à-dire en fait des affaires, en l'occurrence des mauvaises affaires, puisque ce sont des mafias, des régimes kleptocratiques. Donc pour vous, kleptocratiques. l'anti-occidentalisme est toujours en quelque sorte une construction, une espèce de mensonge, une langue de bois qui cacherait systématiquement un dessein conscient. Comme toujours dans la critique, aussi folle soit-elle, elle s'appuie aussi toujours sur des réalités. Le colonialisme pour certains, ce qu'a fait l'Amérique, les États-Unis en l'occurrence en Amérique latine, la violence d'Israël absolument à Gaza. claire à Gaza ou au Liban, ou même la violence des colons en Cisjordanie. Donc tout ça, c'est factuel. Et effectivement, à partir de ces faits, on exagère une haine qui, en fait, va bien au-delà. Et c'est ce bien au-delà qui est le sujet de ce livre. Arthur de Vatrigan. L'anti-occidentalisme n'est-elle pas la nouvelle et dernière idéologie mondiale? Et n'est-ce pas la première fois que nos adversaires ou nos ennemis, non seulement dépassent la critique au point qu'ils revendiquent un autre modèle et proposent même une alternative? Bah oui, vous m'avez bien lu, c'est ce que je dis. Je crois que quand au fond le marxisme-léninisme a absolument échoué partout, il n'y a pas d'exemple où il a réussi. La Chine est un exemple où effectivement l'économie réussit, mais qu'est-ce qui reste du marxisme-léninisme? Pas grand-chose, à part le léninisme, c'est-à-dire le contrôle absolu par le parti des différentes sphères de la vie publique. Mais pour l'économie, d'ailleurs c'était intéressant, les Chinois nous attaquent et nous critiquent nous serions ultra-libéraux, nous serions une espèce d'ultra-capitalisme, alors que ils sont cela. C'est une critique où ils dénoncent ce qu'ils sont eux-mêmes, puisque en réalité, en Chine, on sait que ce capitalisme est mal régulé, qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune, qu'il y a d'ailleurs un impôt sur le revenu très petit, qu'il n'y a pas d'impôt sur un certain nombre de domaines où il existe en Europe et même aux États-Unis. Ça veut dire que nous avons un capitalisme très régulé en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais les régulations existent aussi beaucoup moins en Chine. Donc en réalité, là encore, c'est un mensonge. Avec un bémol, c'est qu'un milliardaire en Chine ou même en Russie peut se retrouver pendu ou alors embastillé du jour au lendemain, ce qui est plus difficile en France. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas d'état de droit. C'est-à-dire qu'à la fois, vous les laissez libres et il n'y a pas de... comment dire, d'égalité par l'impôt, ou en tout cas, il existe cette égalité, mais moins que chez nous. Et effectivement, comme il n'y a pas de loi, ou en tout cas, il y a beaucoup de lois, mais disons qu'à un moment donné, les 3-4 derniers pourcents sont décidés par le Parti communiste lorsqu'il faut changer la loi. Et donc, effectivement, vous pouvez, on l'a vu avec Ma, le grand patron chinois de Jack la tech, Jack Ma, qui a quand même disparu et dont on ne parle plus aujourd'hui. Et on pourrait parler aussi, par exemple, de quelques oligarques ayant déplu à Vladimir Poutine en Russie, par exemple. Arthur. On le disait en introduction, vous êtes allé dans plus de 52 pays, il y a plus de 1900 entretiens. Alors, par curiosité, lequel vous a paru le plus sympathique? Lequel pour vous était le plus intelligent? Et lequel était le plus brutal? Ils sont tout ça à la fois souvent. D'abord, et c'est une critique qu'on peut me faire, même s'ils sont tous dans la catégorie de l'adversité, donc de nos ennemis, ils ont tous des degrés quand même d'adversité très différents. Poutine, il fait la guerre et peut-être il voudrait la faire davantage. Pour l'instant, Xi Jinping est assez calme, même si à Taïwan, il y a des ingérences incroyables, de millions d'ingérences chaque jour sur les réseaux sociaux, les entreprises rachetées, les médias contrôlés pas à pas, etc. Le plus sympathique, c'est toujours difficile parmi des milliers de figures, c'est toujours difficile de choisir, mais bon, Steve Bannon, conseiller à l'époque spécial de Donald Trump dans le premier mandat, qui a contribué à son élection numéro 1, est hyper sympathique. Vous êtes avec lui, il est drôle, il est un peu tout fou, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, donc ça serait lui le plus sympathique. Peut-être les plus dangereux, c'est quand même des gens qui sont des terroristes. Bon, moi, je ne suis pas juif, je suis pas arabe, je suis accueilli par
les porte-paroles du Hamas ou du Hezbollah, ça va, mais je serais juif, ils me zigouilleraient tout de suite. Donc il est clair que c'est pas forcément des gens qui sont bien intentionnés vis-à-vis de nous. Peut-être le plus pervers, c'était pas votre question, Non, mais si, je c'est ça, l'ajoute, oui. Vous avez le raison. plus sioux, c'est peut-être quelqu'un comme Douguin, qui est donc un ultranationaliste russe, qui a d'ailleurs un parcours intéressant parce qu'il commence comme je dis dissident, un peu hippie, punk, et en l'occurrence en réalité skinheads contre le communisme. Donc dissident alors qu'il vient d'une famille d'apparatchiks communiste. Il a quand même grandi dans le marxisme-léninisme. Il va avoir un groupe de rock quasiment nazi. Si le rock nazi existe, il en est un peu l'archétype, puisque un de ces groupes rock qu'il va avoir, reprend le nom d'un ancien nazi. Et puis après, il va avoir une évolution un peu étrange. Lorsque l'URSS meurt, il dit finalement, je découvre ce jour-là que je l'aimais, alors même qu'il l'avait beaucoup critiqué. Et il va avoir une évolution, je dirais, ultranationaliste, bien plus violente que vous. Hein. C'est l'extrême droite. Vous êtes un petit joueur, Arthur de Vatigran, par rapport à lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment ce que j'ai appelé dans le livre le U-turn, c'est-à-dire que vous passez d'une espèce d'idéologie communiste, d'ailleurs assez décadente elle-même, à un ultranationalisme qui est quasiment un fascisme. Et alors, certes, son influence sur Vladimir Poutine ne doit pas être exagéré, mais on a un bon résumé de ce qu'est aussi Poutine, lui-même grandissant dans le KGB, la mafia de Saint-Pétersbourg, pour devenir un ultranationaliste fasciste. Oui, et Vladimir Poutine, dont le régime irrigue un certain nombre d'opérations d'influence et de propagande anti-occidentale, voire anti-française, notamment en Afrique, et c'est quand même assez frappant d'ailleurs de voir se rejoindre à la fois l'impérialisme russe, pourquoi pas, et un certain nombre de militants ou d'hommes politiques africains qui détestent la France et le clament jour et nuit. Oui, en fait, on a effectivement une ingérence totale, en tout cas par son souhait, mais qui est commune à tous ces groupes. Vladimir Poutine a organisé un système d'ingérence, y compris en France. Xi Jinping le fait en France. Le rapport d'un des think tanks du ministère de la Défense qui nomme, qui mentionne les personnes qui agissent sous influence idéologique, financière ou autre pour la Chine en France. C'est le cas de l'Iran, y compris à travers des médias. On l'a vu. Voilà. Je pense que aussi via l'Algérie, il y a beaucoup d'ingérences en France. Et tout ça. Et sur ça, je crois qu'on sera d'accord ici autour de cette table. Toutes les ingérences étrangères, surtout vis-à-vis des partis politiques, est très critiquable, doit être dénoncée. Encore une fois, on peut avoir des arguments. Je comprends que certains puissent vouloir défendre l'Algérie par rapport à ce qu'elle a, par rapport au colonialisme, etc. Et effectivement, ce qu'on a fait dans les années jusqu'aux années 60 et parfois un peu au-delà mérite d'être fortement critiqué. Mais encore une fois, l'Algérie aujourd'hui, c'est un pouvoir colonialiste. Elle-même est devenue colonialiste vis-à-vis des Kabyles, vis-à-vis donc des Berbères, vis-à-vis des Saharis au Sahara occidental, vis-à-vis de sa propre jeunesse, de sa population. Et donc il y a quand même aujourd'hui, on peut pas passer son temps à dire nous avons été colonialistes. Certes, on l'a été, on a fait des crimes, etc. Mais c'est il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, les colonialistes de notre époque, c'est le FLN algérien. C'est paradoxal de le dire, mais c'est la réalité. C'est aussi clairement Vladimir Poutine en Ukraine, c'est Xi Jinping à Hong Kong et avec ses velléités sur Taïwan, c'est Maduro aujourd'hui en prison, donc Dilma Rousseff au Venezuela qui a poussé 8 millions de personnes à quitter le pays au Venezuela. Delcy Rodriguez voilà. Qui a poussé 8 millions de personnes à quitter le Venezuela, etc. etc. Effectivement, ça fait un certain nombre de points communs. Et des enfants et des femmes avec des jeunes enfants qui traverser des ponts pour aller en Colombie, en effet, avec sans lait, sans biberon et sans couche. Alors justement, si on parlait des ingérences, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'ingérences. Alors c'est vrai, quand on voit la liste de nos anciens premiers ministres et les relations qu'ils ont avec des pays étrangers, ça pose toujours des questions. Mais on le voit dans la presse, on le voit dans les associations, on le voit partout. On a l'impression que la France est devenue un nid d'espions, une espèce de nouvelle Odessa, ce qui est assez effrayant. Pensez-vous que ce sont ces ingérences qui ont affaibli la France? C'est parce que la France est affaiblie qu'elle est devenue un nid d'ingérence?
Bon, après, la France, c'est notre force. Vous savez, on est un pays où on parle aux Israéliens et aux Palestiniens, on parle aux Iraniens et aux Saoudiens, on parle aux chiites et aux sunnites. C'est ça la France, elle a toujours été d'ailleurs, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, Chirac, aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc à partir de là, c'est un pays essentiel dans ces types de relations, même si c'est un pays moyen. Et donc il y a toujours eu des espions, on le sait historiquement, le KGB était très influent ici, y compris dans des journaux comme Le Monde diplomatique. Ça a été révélé. Et l'Express, etc. Je pense qu'il faut distinguer le fait qu'il y ait ces activités qui sont regrettables, mais qui sont toujours là, de quelque chose de plus systématique, ce qu'on voit quand même avec les Chinois et ce qu'on voit avec un certain nombre de forces islamistes, notamment peut-être d'ailleurs liées aux Iraniens, au Hezbollah, chiite, libanais, ou même avec certaines forces proches du FLN algérien. Voilà, donc est-ce que c'est ça qui a affaibli la France ? Je pense que la France est quand même un pays solide, grand, puissant, avec heureusement beaucoup de gens qui sont indépendants. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Qu'un Premier ministre fasse des affaires, je ne trouve pas ça bien, et je suis très critique avec Dominique de Villepin ou avec d'autres. Je ne pense pas qu'une seule seconde que Dominique Villepin soit sous influence, ni d'ailleurs d'autres anciens premiers ministres sans doute. Après, il y a des gens qui sont des véritables, des gens qui sont achetés, des gens qui sont... Alors, vous savez, c'est les services secrets, ils ont ce mot qui s'appelle MICE, les 4 manières d'acheter quelqu'un. MICE, M... c'est l'argent, money, I c'est l'idéologie, le C c'est la corruption, E l'ego. Donc il y a tout un tas de techniques, vous pouvez les acheter, vous pouvez être sur l'idéologie, vous pouvez, parce qu'il y a une maîtresse, une fille blonde très mignonne, etc., qui est proche de vous, ça existe même peut-être au sein du groupe Bolloré ou dans d'autres endroits comme ça, etc. Donc voilà, il faut se méfier. Je pense que la France est... moi, je fais partie de ceux qui aiment... j'aime mon pays. Je pense qu'il est puissant, qu'il est fort. Il faut dénoncer tout ce qui ne va pas. Mais il y a encore de beaux restes. Oui, il en reste encore un peu. Après, j'essaie de me mettre à la place, tiens, pourquoi pas d'un internaute malien ou alors burkinabé qui verrait cet entretien, Frédéric Martel, et qui dit, mais vous vous foutez de nous, vous dites que les ingérences visent la France, alors que dans leur esprit, les ingérences françaises sont permanentes, notamment en Afrique de l'Ouest. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce ressentiment ? On va en parler avec vous, Frédéric Martel, je le rappelle, auteur de ce livre Occident au pluriel, enquête sur nos ennemis. C'est publié chez Plomb. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc des idées jusqu'à midi, comme chaque dimanche sur Sud Radio, avec notre invité Frédéric Martel qui publie Occident au pluriel, enquête sur nos ennemis. C'est publié chez Plomb. Qui sont ceux qui nous détestent et surtout pourquoi nous détestent-ils ? Qu'est-ce qui explique ce ressentiment si violent qu'on peut retrouver notamment en Afrique occidentale, en particulier contre la France? Est-ce qu'il est alimenté par d'autres puissances, au hasard les Russes, ou est-ce qu'il est venu tout seul par notre seule faute? C'est une question qu'on pourrait se poser notamment en compagnie d'Arthur de Vatrigan. Frédéric Martel, d'abord, est-ce qu'il y a un point commun entre tous les ressentiments qui s'expriment contre l'Occident? Parce que moi je vois un lien, et souvent ce qui nous est reproché, c'est 1, de donner des leçons de morale, et 2, de tenir un double discours et de faire du 2 poids 2 mesures. Alors il y a des liens, forcément il y a aussi beaucoup d'opportunisme, c'est-à-dire qu'on va agréger des ressentiments, vous l'avez dit, et même s'ils ne sont pas accordés, nous caractériser comme étant la seule raison de l'inimitié ou de la haine. Prenons le cas d'Israël qui n'est pas le plus simple, mais en gros aujourd'hui beaucoup de forces d'ailleurs à gauche, à l'extrême gauche, parfois à droite, vont dire que tout le problème du Moyen-Orient c'est Israël, qui effectivement s'est comporté d'une manière tout à fait inadmissible, par exemple à Gaza, mais admettons que ce soit 60, 70 000, on ne sait pas exactement, 80 000 morts à Gaza. N'oublions pas qu'il y a eu 500 000 en Syrie et au Yémen, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, la même chose dans d'autres pays. Donc on ne peut pas dire que les morts viennent seulement d'Israël et que c'est le seul fauteur de troubles de la région. Et c'est le cas de beaucoup de sujets. Mais effectivement, Arthur. Mais c'est là où on se rend compte qu'aussi il y a les idéologies évidemment, mais la géopolitique est complexe. On prend 2 exemples qui concernent la France, nous avons des liens particuliers avec ces 2 pays, l'Arménie et le Liban. En Arménie, on se rappelle de ce qui s'est passé au Karabakh avec les Azéris. Qu'est-ce qu'on voit ? Les Azéris sont financés en partie par Israël. Parce que c'est armés en tout cas. Bah oui, en partie. Financés, donc armés, voilà. Et au Liban, on voit ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est compliqué. Donc la position de la France est d'autant plus complexe que peut-être avons des principes qu'on partage avec Israël, mais la géopolitique et nos alliances historiques font qu'on n'est
on peut pas chaque fois s'aligner sur la politique d'Israël, la politique, une politique je pense, en effet de survie et elle se retrouve dans un non-choix. C'est soit elle réagit, soit il n'y a plus de continuité et elle peut disparaître. Mais c'est peut-être que nos ennemis jouent aussi sur ces failles-là, sur ces interstices de nos contradictions ou de nos liens historiques, tout simplement. Frédéric Martel. Oui, vous disiez, au fond, ils nous reprochent nos 2 poids 2 mesures. Certes, mais le 2 poids 2 mesures, il existe chez Poutine et qui passe ses journées à nous dénoncer et au fond à dire qu'il veut la paix alors qu'il fait la guerre. De même, Xi Jinping nous dénonce comme étant des fauteurs de troubles. Au fond, ça serait la Chine qui voudrait apaiser l'ordre mondial. Enfin, qu'est-ce qu'ils font à Hong Kong? Qu'est-ce qu'ils font à Taïwan? Et puis on sait très bien qu'ils sont derrière l'Iran, qu'ils sont alliés de la Russie, qu'ils sèment le trouble dans la région, etc. Donc, moi, cette critique du 2 poids 2 mesures, je pense que tout le monde est dans le 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'on a fait plus souvent... On l'est aussi, mais je crois qu'ils le sont beaucoup plus aujourd'hui que nous. Est-ce qu'on a fait plus souvent la morale à d'autres pays que d'autres? On l'a peut-être fait, mais encore une fois, faire la morale, si c'est pour défendre les droits de l'homme, si c'est pour défendre la démocratie, pardon, mais je veux bien qu'on fasse la morale. Est-ce que c'est pas contre-productif par moment? Tiens, je vais revenir sur... Je crois pas. Des propos qui ont fait polémique cette semaine. Il s'agissait de M. Sonko, président de l'Assemblée nationale sénégalaise. M. Sonko était interviewé par nos confrères de RFI et de France 24, interview fleuve notamment sur la situation au Sénégal, sur les lois qui visent, la répression qui vise l'homosexualité au Sénégal, et aussi à la veille du match France-Sénégal sur son pronostic. On lui a demandé pour qui il était. Évidemment, il a dit pour le Sénégal, mais il a ajouté, dans tous les cas, ce sera l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Ces propos-là n'ont pas vraiment fait scandale. Au début, les mêmes propos caricaturaux ont été tenus par une chaîne de télé argentine et ça a fait scandale. Pourquoi ça passe quand c'est un homme politique panafricaniste qui dit, en gros, l'équipe de France, ce sont tous des Noirs, si je caricature, donc ce sont des Africains et pas des Français, et pourquoi ça ne passe pas quand c'est un Argentin ? Oui, mais je pense qu'il y a une culpabilité, un ressentiment qui reste fort chez nous. Et d'ailleurs, c'est légitime parce que jusque dans les années 60, la France a été un pays colonial dans beaucoup de pays africains au Maghreb. Elle y a commis des crimes, elle y a commis des horreurs. Donc cette culpabilité est normale et elle explique sans doute qu'on soit mezzovos dans un cas et moins dans un autre. C'est le discours d'ailleurs, en l'occurrence du président du Sénégal, mais qu'on retrouve chez Paul Kagame, par exemple au Rwanda, qu'on retrouve aussi au Mali, au Burkina Faso, dans des pays qui sont souvent pas des démocraties, c'est un euphémisme. Juste 2 points sur la question homosexuelle, ce qui est très intéressant, c'est que en réalité, dans la plupart des pays d'Afrique, l'homophobie a été imposée par le colonialisme. C'est-à-dire que si vous prenez les textes de loi qui existent dans la plupart des pays anglophones, africains anglophones, c'est l'article 377 du Code pénal qui en fait est imposé par les Britanniques d'abord à l'Inde et ensuite via l'Inde à l'ensemble du Commonwealth. Donc si on voulait retrouver l'essence africaine, il faudrait enlever les lois homophobes. Donc le président, en l'occurrence de l'Assemblée nationale du Sénégal, dit n'importe quoi, enfin de l'Assemblée nationale dit n'importe quoi, puisque la France a fait la même chose dans ses colonies et en tout cas en Afrique de l'Ouest. Sur le deuxième plan, ce qui est frappant, c'est que vous avez un discours très souvent repris du double discours, des 2 poids 2 mesures par Paul Kagame au Rwanda, par l'Afrique du Sud, par le Mali, le Burkina Faso. Moi, je veux bien, et encore une fois, nous sommes une démocratie, l'Occident, c'est la critique, ils ont le droit de nous critiquer, welcome, qu'ils aient des arguments, c'est très bien. Mais quand on voit le fonctionnement de ces juntes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est encore assez récent pour qu'on en tire des conclusions. Mais en gros, ils ont chassé les Français, nous accusant de tous les maux. On était là avec des soldats qui avaient été appelés par ces gouvernements, qui étaient une réponse à leurs demandes. On luttait, et avec des morts du côté français, par exemple de Barkhane, etc., pour lutter contre les djihadistes. Je crois que leur raisonnement était faux, que leurs arguments étaient injustes et que les populations vont le payer au prix fort contre les djihadistes, justement. Et je pense d'ici quelques années, on s'apercevra que la France avait été plutôt du bon côté. Et que les mercenaires russes n'étaient pas forcément des philanthropes humanitaires. Arthur de Vatrigan. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, vous dites que l'Occident a importé l'homophobie en Afrique ? Absolument, ouais. Sérieusement. Mais ce sont historiquement... parce qu'il y a eu des lois, des règles, autant des colonies
que l'homophobie n'existait pas là-bas, en fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est l'Occident, enfin en l'occurrence le Commonwealth, c'était donc les Britanniques et du côté français c'était nous. On a voulu, au fond, rendre l'Afrique plus normale. Et donc on a lutté contre la zoophilie, c'était dans nos lois, et contre la bestialité, je rappelle que c'est les termes de l'époque, et contre l'homosexualité, parfois même le mot n'existait pas encore, puisque le mot arrive, je dirais, autour de 1870-1872, et auparavant on luttait contre toutes les formes de bestialité, dont l'homosexualité. Donc on a dit aux Africains, vous ne pouvez plus être homosexuel. Donc ils pouvaient l'être, évidemment, avant, comme chacun sait, tout se passait bien. Non, ça ne se passait pas forcément bien, mais c'était pas érigé. Non, mais c'était pas érigé dans les lois. Ce qu'on apporte, on a apporté des lois. On a apporté des lois qui interdisent l'homosexualité. Mais qui étaient déjà en fait interdites culturellement. Non, il y avait aussi. Mais justement, si on vient, j'ai écrit un livre sur ça qui s'appelle Global Gay. Je vous y renvoie. Il y a un très long chapitre. Non, mais c'est même pas une question. Je milite pas en disant ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ces présidents ou ces présidents d'Assemblée nationale qui disent il faut interdire l'homosexualité, en réalité, l'homosexualité a été interdite par le colonialiste. Donc, si on voulait retrouver l'essence de l'Afrique, il faudrait retolérer un certain nombre de pratiques qui ont été interdites par le Commonwealth. Alors que c'est drôle, mais dans cette interview dont nous parlions, le président de l'Assemblée nationale, M. Sonko, disait on va quand même pas abroger une loi juste parce que la France n'en veut pas. Sous-entendu, les seuls que ça dérange, ce sont les Français. C'est quand même un parallèle assez intéressant. Là, on parlait de l'Afrique. Quel est le continent pour vous le plus largement anti-occidental ? Les usual suspects, comme on dit, les suspects habituels, c'est quand même d'abord... Moi, je crois que l'ennemi structurel, l'ennemi systémique, c'est la Chine. Et ça l'est, en tout cas, par le régime marxiste-léniniste au pouvoir actuellement. Et c'était vrai sous Mao, c'est vrai, et évidemment, sous Xi Jinping, c'était vrai, sous Jintao, et même sous Deng Xiaoping, contrairement à ce qu'on a pu parfois penser. Après, la Chine, ça veut dire aussi des relais un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient. C'est vrai de la Russie aussi, qui historiquement a toujours été entre l'Occident et... vous savez, la slavophilie s'opposait à l'occidentalisme au 19e siècle. Il y a eu tout ce débat sur l'eurasisme. C'est-à-dire, est-ce que la Russie doit aller vers la Chine ou est-ce qu'elle doit aller vers l'Europe? Les choix ont été faits selon les périodes. Gorbatchev, c'était plutôt il faut retourner en Europe. C'était aussi Boris Eltsine. Alors que Staline, c'était plutôt la Russie. Et aujourd'hui, Poutine est dans une espèce d'entre-deux, mais il penche plutôt vers la slavophilie ou en tout cas vers la reconstruction de l'ancienne URSS. C'est ça le projet de Poutine. Alors ça ne va pas sur les pays du pacte de Varsovie pour l'instant, mais en tout cas sur l'ancienne URSS, dont l'Ukraine, il est désireux de reprendre la main. Effectivement. On va continuer à en parler. On va parler aussi à l'intérieur de l'Occident, mais des idiots utiles de ses adversaires. Tiens, est-ce qu'il y a des opérations d'ingérence en Occident? Vous l'avez dit, oui, il y en a. Mais qui sont-ils? Pourquoi font-ils cela? Qui sont en quelque sorte les ennemis de l'intérieur, si vraiment ils existent? On en parle avec vous dans un instant, Frédéric Martel. Je le rappelle, auteur de ce livre, Occident, enquête sur nos ennemis. C'est publié chez Plomb. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, et notre invité que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui, Frédéric Martel, qui publie Occident, enquête sur nos ennemis. C'est publié chez Plomb. Qui sont nos ennemis? Les ennemis de l'Occident. Quels sont les points communs entre eux? Travaillent-ils ensemble? Sont-ils ensemble? De mèche en quelque sorte? Et quels sont leurs complices en Occident ou en France? Est-ce qu'on peut parler d'ennemis de l'intérieur? Frédéric Martel, qui sont ceux qui jouent le jeu de l'anti-occidentalisme en France, par exemple? Ennemi de l'intérieur, évidemment, le terme est fort. L'expression est forte. Moi, j'ai appelé ça des chevaux de Troie, c'est un petit peu plus imagé. Après, il y a aussi tout un tas de nuances. C'est un livre qui rentre dans les nuances et chacun a ses histoires, riche. Etc. Je pense qu'il y a des gens qui sont, je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont achetés financièrement. C'est vrai d'individus, de médias parfois. C'est vrai il y a aussi des gens qui croient naturellement à ces idées. Vous avez des gens qui croient à la Chine de Xi Jinping en France et qui donc du coup en font la propagande, mais ils sont pas forcément achetés. Ils sont juste comme il y avait des collabos bénévoles. Oui, ou comme il y avait tout simplement des
des communistes staliniens, et il y en avait beaucoup en France. On les a connus, certains le demeurent d'ailleurs. Voilà. Ce qui est frappant quand même, c'est que vous avez moins qu'à l'époque où moi j'ai grandi, notamment dans une gauche qui était maoïste, qui était trotskiste, qui avait été stalinienne, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que les Xi Jinping, on les croise pas beaucoup, et les poutiniens encore moins, même s'il y a quelques grands défenseurs des arguments de Poutine. Quelques députés, notamment un député insoumis cette semaine, Aurélien Taché, qui a fait le parallèle entre Taïwan, dont il niait la légitimité, et pourquoi pas le régime de Vichy. Il disait c'est comme si Vichy avait survécu à la libération et à la fin de la guerre, et il parlait de Taïwan. Est-ce qu'il y a des partis, et notamment pourquoi pas parfois au sein de la France insoumise, qui relaient de la propagande anti-occidentale? Oui, je pense qu'il y a des idéologues d'extrême gauche, il y en a aussi d'extrême droite. Alors pour les uns, c'est plutôt aller vers Orban et vers Poutine. D'ailleurs, on va voir avec les Orban Files, hein, vous savez qu'Orban, il y a beaucoup de choses qui peuvent ou qui pourraient sortir du fait de l'arrivée au pouvoir de Magyar, qui peut vouloir révéler un certain nombre de financements. C'est pas exclu. Il y a beaucoup de financements qui passaient par un institut que j'ai infiltré, dont je parle dans le livre, qui avait beaucoup d'argent, des milliards en l'occurrence, et on ne sait pas trop où cet argent est allé. Est-ce qu'il finançait des forces un peu partout en Europe, aux États-Unis? Et il venait d'où ces milliards? C'était le gouvernement qui finançait l'institut, en l'occurrence, de Budapest. Mais c'est vrai aussi à l'extrême gauche. Hein. J'ai montré qu'il y avait un certain nombre de partis politiques, et c'est d'ailleurs des choses connues, comme Podemos, même le Parti socialiste espagnol. C'était vrai de la campagne de Lula, ça a été vrai de l'Argentine, ça a été vrai de l'Équateur, qui était financé par le Venezuela de Chavez, et ça a continué sous Maduro. On sait que Jean-Luc Mélenchon a voyagé dans les avions de Chavez. On a vu que le monde diplomatique avait reçu des publicités, on les a datées en 2005 du régime chaviste, etc. Donc parfois c'est financier, parfois c'est idéologique, parfois c'est plus d'égo. Souvent ce sont des gens, ça c'est le point le plus intéressant, qui ont été marginalisés de l'université ou des médias en France, qui sont un peu exclus de toutes parts, et qui du coup, pour retrouver à la fois des moyens financiers parfois, mais aussi une forme de légitimité, par égo, adoptent des thèses défendues par des régimes totalitaires étrangers. Arthur de Vatrigan. Justement, quand on parlait du Venezuela, de Maduro, il faut quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon avait organisé une manifestation contre l'emprisonnement du grand humaniste qu'est Maduro, comme chacun sait. Mais quand justement toutes ces idées de Nouvelle-France, est-ce qu'on n'est pas dans l'idéologie un peu post-occidentale, et qui est clairement anti-occidentale, rance, comme il pourrait le dire lui-même? Moi, comme vous le savez sans doute, je suis évidemment très opposé aux idées de Jean-Luc Mélenchon, tout en essayant d'être, je dirais, un libéral de gauche bon teint, que vous allez traiter comme ça, mi-chèvre, mi-chou. J'aime bien finalement être Mélenchon aussi vous dira ça. Hein. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, moi, je suis en désaccord sur ça. Je pense que Mélenchon dit que la gauche, c'est lui. Non, je crois que c'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui veut le chaos, qui veut détruire l'ordre, la police, etc. Ou qui veulent en tout cas les marginaliser par rapport aux règles. Ce qui est intéressant dans le Venezuela, c'est que le Venezuela a effectivement adopté une politique d'ingérence, c'est connu, je le raconte dans le livre, mais qui est très massive, hein. C'est des milliards à travers la société PDVSA, qui était la compagnie pétrolière, qui est toujours la compagnie pétrolière nationale. Et il l'a fait de manière très systématique. Il l'a fait d'abord pour faire du business, il faut bien voir ça. Donc il l'a fait, ce business, avec la Russie, avec la Biélorussie, avec la Chine, avec l'Iran. Il a financé le Hezbollah. Libanais, c'est des dossiers aujourd'hui connus. Il y a eu des émissions, des reportages, des dossiers, des livres sur ça. Il a fait des campagnes d'ingérence, je l'ai dit, politiques en Amérique latine, partout. Au fond, c'était installer le socialisme, le chavisme, ou en tout cas l'idée socialiste un peu partout à travers le monde. Et c'est arrivé jusqu'en France? Oui, je l'ai dit, on retrouve des publicités de cette compagnie PDVSA dans le monde diplomatique. On a vu que Jean-Luc Mélenchon avait été très lié à des figures. Il l'a dit lui-même, il suffit de reconnu son blog, il parle de ses amitiés, etc. Est-ce que c'est allé plus loin? Ça restera à prouver. Est-ce que ça a été financié? C'est au moins le cas quand il voyage dans les avions de Chavez. On sait aussi qu'il y a eu des valises d'argent vers Podemos en Amérique latine, vers Lula, vers Kirchner.
partenaire. Donc en l'occurrence, c'était l'Espagne pour Podemos. Donc Pour le reste, en France, il y a à minima, en tout cas, une connivence idéologique. Oui, c'est ce que vous absolument. dites. D'ailleurs, il s'en cache pas. Il a toujours défendu. Enfin, quand même, Jean-Luc Mélenchon nous a dit lors d'une campagne précédente qu'il fallait que la France devait quitter l'Union européenne pour rejoindre l'ALBA. L'ALBA, c'est 3 dictatures. C'est le Venezuela, c'est Cuba et c'est le Nicaragua. Quel niveau de délire, tout simplement. Alors qu'on peut quitter l'Union européenne pour rejoindre la France. Mais alors, pour revenir sur Je ne vous, crois pas qu'il faille faire ça. vous qui êtes gauche, Bontin, en effet, social-démocrate, libéral, en fait, vous êtes Bontin, un peu... voilà. Bontin, oui, la gauche, un peu de la fin de l'histoire, quoi. Vous avez cru à la fin de l'histoire. Et est-ce Moi, que... j'étais plutôt huntingtonien Je sais que bien. la fin de l'histoire. Oui, mais non, c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, donc honnêtement, je pense qu'on a commis une erreur. Je dis on collectivement. Je pense qu'on a cru, effectivement, moi le premier, parce que je vivais en Europe centrale et orientale en 1990, juste après la fin du communisme. On a cru que la démocratie était arrivée et qu'elle allait s'installer. C'est d'ailleurs pour une part ce qui s'est passé. Il ne faut pas tout abandonner, mais c'est vrai que c'était un peu plus complexe que ça. Mais et la vous fin y de croyez l'histoire a encore été une erreur. Vous y croyez encore? Moi, je crois à la démocratie. Non, oui. non, bien sûr. Non, mais Et je moi, crois que la Roumanie, je crois que non, même mais la vous dites Hongrie... que c'est dupliqué. Si vous êtes universaliste occidental, après c'est peut-être une mauvaise définition de ma part, je me trompe, c'est vous pensez que nos principes, nos modèles sont applicables et duplicables partout. Moi, je crois, ouais. Je crois profondément, et je reconnais ma naïveté confondante. Je crois que, et c'est peut-être ce qui me distingue du monde diplomatique, de Hubert Védrine, de Dominique Villepin, de certains à l'extrême droite. Je crois que la démocratie, la liberté, ces principes juridiques mammouths sont partagés partout dans le monde. Je crois que tout le monde veut la liberté, y compris les Chinois, y compris les Vénézuéliens, y compris les Russes. Si Après, je vous suis, ça veut dire qu'on est en avance sur le reste de la planète. Non, c'est et pas que tout le qu'on est reste en est en avance. retard. C'est que Taïwan veut ça aussi, l'Inde veut ça aussi, l'Indonésie, le Brésil. Donc il y a beaucoup de pays. Il se trouve que à un moment donné, en 1789, les Français, en 1948, l'ONU a défini des principes au nom du genre humain. Ça a été fait par des Français, ça a été fait aussi par beaucoup d'autres à l'ONU. C'est pas qu'on était en avance, c'est juste que ces principes, ils existaient aussi en trame. C'est pas mon sujet, mais on avait ça aussi dans la vieille Chine, dans la vieille Inde, dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Donc voilà, je crois que ces principes restent universels. Le grand désaccord que j'ai avec un certain nombre de forces d'extrême gauche, d'extrême droite, ou même, je l'ai dit, Dominique de Villepin ou Hubert Védrine, ils disent on est une Europe rabougrie, la France, ses principes sont plus forcément valables. En Chine, on les aime pas. Il faut s'adapter à la marche du monde et oublier nos vieilles lunes universalistes. Je ne crois pas. Je crois que ces principes sont universalistes et c'est d'ailleurs ma logique, elle n'est pas de le dire, de l'affirmer, de vouloir l'imposer, ces principes. J'ai parlé et j'ai passé mon temps avec les dissidents, les Hongkongais, les Taïwanais, les dissidents russes, le peuple vénézuélien qui est parti, qui a fui le régime. Et quand vous parlez avec ces gens-là, quand vous parlez aussi avec les musulmans non islamistes, ils vous disent tous qu'ils veulent ça. Ils veulent le sécularisme. Et pourtant, le régime des mollahs est toujours a priori debout. Alors nous parlons en Iran et les manifestations ont été réprimées dans le sang. Oui, des dizaines de milliers de gens qui espéraient un autre régime en Iran. Et l'accord qui a été signé, il tiendra pas, on verra comment ça va se passer. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que vous avez des dizaines de milliers de gens qui peut-être vont être tués maintenant en rétorsion. Le régime va se venger. Et tout ça pour ça, enfin, c'est quand même... Comme il le fait depuis le début de son existence. Là, on parle de Donald Trump. Ouais. Merci beaucoup Frédéric Martel, c'est absolument passionnant. Je recommande votre ouvrage Occident, enquête sur nos ennemis, c'est publié chez Plomb. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous également Arthur de Vatrigan. Je rappelle que le magazine L'Incorrect est toujours disponible dans nos kiosques. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec joie. Et je vous laisse pour ma part en la compagnie de Laurent Permas. Vous allez le retrouver juste après les informations de midi. Place à la vie devant nous, chers amis. On va terminer sur une note d'optimiste. Bon dimanche à tous.